Weird and Wireless Wednesday. Donc, mon nom est Thomas Munzer, je suis ingénieur avant-vente Juniper, spécialiste sur la partie mixte. Et aujourd'hui, donc, on a une édition un peu particulière. On va se concentrer un peu sur les problématiques liées à tout ce qui est retail. Donc, on verra, hein, c'est pas un webinaire qui est dédié exclusivement au retail, puisque c'est un environnement où on rencontre pas mal de problématiques qui peuvent être également rencontrées dans d'autres environnements. Un des points intéressants du retail, c'est que justement, on rencontre beaucoup d'environnements. On verra, on parlera de logistique, potentiellement de bureautique, d'espace public, etc. L'objectif, ça sera de vous démontrer un petit peu la façon dont Mist peut accompagner sur le déploiement et sur l'administration des réseaux, donc filaires et sans fil, dans ce type d'environnement. Durant la présentation, donc vous êtes tous en mute. Il y a une partie Q&A dans l'outil Zoom, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cette partie-là sur Zoom. J'essaierai d'y répondre plutôt sur la fin de la présentation. Mais voilà, vous pouvez du coup mettre vos questions tout au long de la présentation. Donc avant de commencer, hein, un petit retour en arrière. Donc le retail, c'est un environnement qui utilise le Wi-Fi depuis très longtemps. Depuis la fin des années 90 par exemple. On retrouve par exemple ce type d'équipement qui étaient des équipements pour la gestion des inventaires, pour la gestion des prix, etc. Qui étaient des équipements sans fil, qui n'utilisaient pas encore le Wi-Fi à l'époque, mais qui s'appuyaient déjà justement sur de la connectivité entre guillemets réseau sans fil. Avec le temps, les choses ont évolué. Donc déjà à l'époque, c'était par exemple du symbole. On a également des équipements Texlon. Par la suite, au début des années 2000, on a commencé à voir arriver des équipements qui s'appuyaient sur les premiers standards du Wi-Fi. Donc l'équipement symbole qu'on voit en haut, hein, c'est un équipement qui s'appuie sur les premiers standards du Wi-Fi, qui fonctionnait sur du 1 mégabit. On est vraiment sur le tout début. Et au fur et à mesure, ça a continué à évoluer. Donc on a vu les différents équipements, donc surtout dans la partie logistique, encore une fois, puisqu'il y a beaucoup de mobilité, il y a besoin de pouvoir flasher les codes barres, il y a besoin de gérer les commandes à distance. Donc la logistique a été un environnement où on a vu apparaître les déploiements entre guillemets professionnels Wi-Fi très rapidement. Et ça a évolué également par la suite, puisqu'on peut se rendre compte maintenant, depuis pas mal d'années maintenant, hein, dans le monde du retail, on a également les équipements entre guillemets de scan personnel. C'est-à-dire que vous avez les douchettes à l'entrée du magasin et quand vous faites vos courses, vous scannez le produit, le QR code, vous le mettez dans le caddie et ça permet comme ça de ne pas avoir besoin de perdre de temps en caisse. Donc on a pas mal d'environnements dans le monde du retail qui s'appuient sur de la connectivité réseau et c'est des environnements où on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est pas comme à la maison, si le Wi-Fi a un problème, le streaming peut s'interrompre et encore il y a du cache et du buffer, donc ça permet de pallier un peu à ces problématiques-là. Un client qui est en train de faire ses courses, il doit scanner 4 fois le code barre de son produit, ça va pas forcément lui plaire. Donc on a vraiment besoin d'avoir quelque chose de résilient dans cet environnement-là et on a également une population qui est très mobile, que ce soit dans les magasins, donc pour les clients ou également pour les employés. On a pas mal d'exemples de magasins où les employés sont également équipés de smartphones, par exemple, pour pouvoir avoir un accès direct au stock, pour pouvoir demander à avoir un produit au niveau des points de livraison, etc. Et également dans la partie logistique, où, comme on l'a vu hein, historiquement, c'est un environnement où on a beaucoup de mobilité, on a besoin d'avoir une connectivité qui soit permanente, puisque une personne qui est chargée de préparer une commande, si elle doit rescanner 5 fois le QR code du produit ou si elle doit revenir dans une zone où ça couvre parce qu'il y a des zones mortes, etc., c'est une perte de temps et donc une perte d'argent au niveau de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui devient très critique. Et l'autre problématique qu'on a, problématique entre guillemets au niveau du monde du retail, c'est qu'en règle générale, les équipements qui sont déployés dans ces environnements-là sont des équipements, tant qu'ils fonctionnent, on les garde. Donc on peut retrouver des équipements récents,
donc qui vont fonctionner en WPA2, en WPA3, qui vont supporter les derniers standards, donc par exemple le 811R pour tout ce qui est l'optimisation de roaming. Mais on va également retrouver des équipements un peu plus historiques. Typiquement, les équipements qui sont déployés depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui ne supportent pas forcément le WPA2. Donc là, on va pouvoir apporter des réponses avec un mode entre guillemets de transition. On va pouvoir supporter à la fois le WPA2 et le WPA1, donc ce qui permet de supporter les anciens équipements. À savoir que la migration entre WPA2 et entre WPA1 et WPA2, ça nécessite une modification au niveau matériel. Il faut une puce de chiffrement AES qui n'était pas forcément disponible sur les anciens équipements. Et donc, c'est pas juste une mise à jour logicielle comme on le retrouve maintenant entre WPA2 et WPA3. Donc, ça nécessite de remplacer l'équipement, ce qui n'est pas forcément toujours possible dans les différents environnements, puisque les équipements professionnels, par exemple pour les prises de commandes, pour la gestion des commandes dans les entrepôts, sont des équipements qui coûtent relativement cher. On ne va pas les remplacer tous les 2 ans. Et dans certains environnements, on retrouve également du web. Alors, on va déconseiller, bien entendu, de s'appuyer sur du web. En termes de sécurité, ça a été prouvé que c'était plus que limite. Mais pour des besoins spécifiques, c'est encore quelque chose que l'on supporte, qui n'est pas forcément affiché sur interface, qu'on peut vous afficher si vous le souhaitez. Si vous avez des besoins spécifiques, c'est quelque chose qu'on peut ajouter, et ce qui permettra du coup de maintenir la compatibilité avec les anciens équipements. L'autre problématique au niveau du retail, c'est que en règle générale, l'équipe informatique a assez peu de remontées d'informations du terrain. Quand un problème intervient au niveau du réseau, on peut avoir potentiellement des remontées de la part des personnels, de la part des employés. En règle générale, on va avoir un bruit de fond parce que c'est des équipements IT, les personnes sur site sont pas forcément très techniques, donc il peut y avoir plein de remontées de petits problèmes et c'est assez compliqué d'identifier un problème réel dans l'ensemble du bruit de fond. Et en règle générale, quand l'information remonte jusqu'à l'équipe IT, jusqu'à l'équipe support, c'est qu'il y a un réel problème et que le réseau potentiellement est à l'arrêt, que du coup l'entrepôt est à l'arrêt et ça devient un appel critique qu'il faut régler dans les 5 minutes. Donc c'est pas forcément la meilleure manière de travailler. Ça peut être intéressant pour le coup d'avoir de la visibilité, d'avoir des remontées d'informations de la part du système avant que cette erreur critique arrive au niveau du système. On peut également avoir des équipements IoT qui sont déployés. Le problème des équipements IoT, c'est qu'on n'a pas d'utilisateur derrière. Si un équipement IoT n'arrive plus à communiquer avec le réseau, s'il est plus connecté, il ne va pas pouvoir avertir le support informatique. Il ne va pas pouvoir prendre ton téléphone pour appeler le support informatique. Et à côté de ça, si jamais, par exemple, on a des capteurs de température dans des zones froides, dans des réfrigérateurs, dans des congélateurs, si jamais il y a un problème au niveau de ce capteur de température et que le réfrigérateur monte en température, on n'aura du coup pas l'information, on n'aura pas l'alerte, mais ça va coûter extrêmement cher parce que tous les produits qui sont stockés dedans, en fait, devront être détruits. On a également les appareils dits personnels d'achat, donc c'est ce que je disais, par exemple, les douchettes qu'on a en libre service à l'entrée du magasin. Le client ne va pas forcément aller passer à l'accueil pour dire qu'il a eu des problèmes pendant son achat. Il va pas forcément l'information ne va pas remonter jusqu'au service informatique, donc on a assez peu de visibilité là-dessus. Par contre, l'impact peut également être important puisque, en règle générale, les clients vont plutôt se plaindre sur les réseaux sociaux, ce qui peut avoir un impact assez néfaste. Et avec ce type d'équipement, c'est assez compliqué également de pouvoir reproduire le problème. Heu, Ça va être compliqué de demander à un client d'avoir des détails, de savoir ce qu'il a fait, comment il était, enfin à quel moment à quel endroit il était, ce qu'il a fait pour avoir le problème, et cetera. C'est pas forcément les questions qu'on va poser à des clients. Donc c'est assez compliqué du coup de pouvoir reproduire le problème. Et le dernier point, c'est effectivement également l'accès public, donc en règle générale le hotspot, qui peut être assez important, en fonction des magasins. Il y a des magasins où on capte juste pas la 3G, 4G, ça va dépendre des opérateurs, et cetera. Et donc les clients vont assez régulièrement se connecter sur le réseau Wi-Fi.
Et de la même façon, si jamais il y a un problème, si jamais le portail captif ne fonctionne pas, si jamais la couverture ne fonctionne pas, si jamais le serveur d'HTTP a un problème, le serveur DNS, et cetera, l'expérience utilisateur qui en résulte va être mauvaise. Et encore une fois, le client du coup va avoir tendance à se plaindre par la suite plutôt sur les réseaux sociaux qu'au niveau de l'accueil du magasin. On doit donc pouvoir surveiller et qualifier ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, donc la qualité de service qui est fournie par l'infrastructure aux équipements qui se connectent, que ce soit des équipements de l'entreprise, donc utilisés par le personnel, des équipements IoT, des équipements publics, et pouvoir identifier et corriger les problèmes avant même qu'ils soient, qu'ils soient rencontrés par les utilisateurs. Donc on doit pouvoir être proactif sur l'identification et la correction des problèmes. Et ça, il y a également d'autres points, hein, typiquement au niveau des problématiques, au niveau des besoins réseau. Le besoin de connectivité a fortement évolué ces dernières années. On a parlé un petit peu des environnements entrepôts, parce que ce sont les premiers environnements où le besoin en termes de connectivité, en termes de qualité sur l'expérience utilisateur était critique. Hem, donc ça fait déjà pas mal d'années. Mais c'est maintenant le cas dans l'ensemble des environnements. Ça peut être le cas dans les zones, bureautiques, par exemple. Un employé qui n'a plus d'accès au réseau, maintenant, c'est un employé qui ne peut plus travailler. Il n'a plus accès à sa boîte mail, il n'a plus accès aux outils de visioconférence. Potentiellement, il n'a plus accès à la téléphonie parce qu'on passe de plus en plus sur, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est, softphone, par exemple, ou sur les outils de collaboration. Donc on a vraiment besoin d'avoir un réseau qui soit fonctionnel en permanence, sur lequel on puisse s'appuyer. On a également besoin d'avoir de visibilité. On a tendance à dire que c'est pas parce que, le réseau est «up» entre guillemets que, c'est pas parce qu'un point d'accès est connecté, qu'il est alimenté, qui remonte sur interface, s que l'expérience utilisateur qu'il peut fournir correspond à ce qu'on souhaite fournir. Il peut y avoir des problématiques au niveau de la stabilité du point d'accès, il peut y avoir des problématiques au niveau de l'environnement radio, il peut y avoir des problématiques au niveau des serveurs d'HTTP, DNS, et cetera, qui ont un impact négatif sur l'expérience utilisateur. Donc on a besoin d'avoir une visibilité supplémentaire, par rapport à ce que l'on avait historiquement sur les solutions d'administration réseau. On a également besoin d'avoir de l'automatisation. On l'a vu, hein, les réseaux sont de plus en plus critiques, et on a également en règle générale des réseaux qui sont de plus en plus complexes et compliqués à maintenir et à faire évoluer. On a plus d'applications qui transitent, on a plus de populations différentes qui, doivent se connecter au réseau. Et à côté de ça, on a moins de personnes dans les services informatiques pour gérer le réseau et pour gérer l'ensemble des infrastructures autour. Donc on a besoin de pouvoir avoir de l'automatisation qui va permettre de simplifier, l'administration, qui va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et donc de faire gagner du temps aux services informatiques, et potentiellement, on le verra, à l'extrême, de pouvoir automatiser la détection et dans certains cas la correction des problèmes. On a également besoin de pouvoir proposer des services additionnels. À partir du moment où on a un réseau qui est fiable, prévisible, mesurable, qu'on a de la visibilité, de l'automatisation, on va commencer à pouvoir rajouter des services en plus de la connectivité réseau. Donc ça peut être des services un peu, entre guillemets, «historiques», hein, par exemple la partie portail captif, mais ça peut être également des solutions de géolocalisation, dans les magasins. On en reparlera un petit peu, c'est une approche qui est mise en place par Miss depuis quelques années, et ça va permettre d'ouvrir des nouveaux cas d'utilisation en termes de géolocalisation indoor et de simplifier la vie des clients, au sein d'un magasin. Bon, les grandes tendances, hein, on l'a vu, alors l'accès maintenant, majoritairement sans fil, on l'a vu dans la partie, dans le monde du retail, c'est pas nouveau. Déjà, à la fin des années 90, on avait des équipements qui étaient connectés en sans fil pour gérer l'inventaire, pour gérer les prix, et cetera. Mais maintenant, on a une généralisation qui se fait dans l'ensemble des environnements, que ce soit dans la partie logistique, que ce soit dans la partie magasin, que ce soit dans la partie bureautique, et cetera. Et un point également, c'est que l'IA devient essentielle au niveau du monde de l'IT,
J'en ai parlé un petit peu sur la partie automatisation. En fait, ce qui se passe, c'est que via tous les outils de machine learning et d'intelligence artificielle, on va pouvoir simplifier la supervision, et donc la détection et la correction des problèmes au niveau du réseau. Ça fait quelques années maintenant que pas mal de solutions parlent de machine learning et d'IA. L'objectif de cette présentation, ce sera également de vous montrer concrètement, hein, sur l'interface, comment on s'appuie sur ces outils pour simplifier la vie des administrateurs. Et donc on a besoin de pouvoir établir de nouvelles normes au niveau des différents réseaux. Donc on a ici quelques références, enfin quelques citations de clients Juniper Mist. Alors dans différents domaines, donc tous ces domaines ont un rapport, hein, on va dire, avec le retail. Typiquement une grande chaîne de stations-service, par exemple, leur objectif, c'était de pouvoir, faire évoluer les usages de leurs clients, au niveau des stations-service, au niveau des stations de recharge. Donc pouvoir leur par exemple, leur fournir une connectivité Wi-Fi, pendant que les clients rechargeaient leur véhicule électrique, pouvoir leur pousser des informations en fonction de la localisation au niveau de la station-service, et cetera. On va retrouver également des clients qui ont déployé un nombre important de sites, hem, à en un minimum de temps. Donc qui ont pu réduire, de manière significative le temps nécessaire pour déployer un nouveau magasin, pour déployer un nouveau site. Sans avoir besoin forcément d'envoyer des équipes techniques sur site, sans avoir besoin de, pré-provisionner les équipements à l'avance, sans avoir besoin de les préconfigurer. Donc ce qui permet de mettre en fonctionnement un site beaucoup plus rapidement que ce qu'ils pouvaient faire avant. On a également des clients qui ont réduit, fortement le temps nécessaire pour résoudre les différents problèmes. Quand on parle de MTTR ici, c'est le temps moyen de résolution des problèmes, mean time to resolution, et ils ont pu réduire de 96 la durée nécessaire en fait pour résoudre un problème. On le verra, hein, cette partie-là était possible parce qu'au niveau de MIS, on va traiter les informations, on va fournir des informations qui sont déjà traitées. Donc plutôt que d'aller chercher les informations, au niveau des points d'accès, au niveau des contrôleurs, au niveau des switches, au niveau des différents serveurs, d'analyser les logs manuellement, de faire une corrélation manuelle. On va pouvoir automatiser tout ça et du coup, l'administrateur a juste besoin d'aller sur interface, et regarder, récupérer l'information qui est déjà traitée. On a d'autres clients, par exemple Gap, qui eux ont réduit de 85 le nombre de visites sur site. Historiquement, ils allaient faire une visite de contrôle tous les ans ou plusieurs fois par an sur chacun des sites pour vérifier que le réseau fonctionne comme il était prévu de fonctionner. Tout simplement parce ils n'avaient pas les outils pour avoir cette visibilité-là, donc ils devaient aller sur site pour s'assurer que tout fonctionne bien. Grâce au dashboard de Mist et grâce aux différentes informations qu'on leur expose, ils ont maintenant la visibilité sur la qualité du service qu'ils fournissent sur site et ça leur permet du coup d'aller sur site uniquement lorsqu'il y a un réel problème. Voilà, donc de manière générale, l'objectif, hein, au niveau de la solution Mist, ça va être déjà dans un premier temps sur ce qu'on appelle le D0, de pouvoir simplifier le déploiement, de passer moins de temps à déployer un nouveau site ou de faire un refresh de l'infrastructure, que ce soit de l'infrastructure Wi-Fi, mais également filaire. Et ensuite, de gagner du temps sur toute la partie supervision, sur toute la partie comment dire, validation des déploiements sur le long terme, hein, ne pas avoir besoin d'aller sur site. Ça permet de faire un gain en termes de temps, un gain en termes de coût, un gain en termes d'impact également, en termes d'émissions CO2 parce que ça fait des déplacements en moins. Hem Et également donc toute la partie, traitement comment dire? Des incidents, pouvoir réduire la durée nécessaire pour corriger un problème, et donc réduire l'impact financier au niveau du fonctionnement du site. Et donc au niveau de Mist, on va s'appuyer sur différents piliers pour cela. Donc le premier, c'est toute la partie visibilité.
sur les différents clients, sur les différents utilisateurs, sur les différents terminaux. Et pour ça, ce qui se passe, c'est si on prend le cas des points d'accès Wi-Fi, par exemple, hein, les points d'accès Wi-Fi vont reporter entre 150 et 200 points de données par terminal connecté, et ça toutes les 2 secondes. Ça va permettre, ces informations vont permettre au système d'apprendre le comportement des terminaux, des utilisateurs, de l'environnement radio, réseau, et cetera. Sur la base de cet apprentissage, on va pouvoir identifier lorsqu'un équipement dévie de son comportement, et lorsqu'il dévie de son comportement, on va pouvoir identifier si, cette déviation améliore ou dégrade la qualité du service. Si jamais il y a une dégradation, on le verra, on va pouvoir automatiser toute la phase de troubleshooting, hein, donc ça va être la collecte des informations, l'analyse, la corrélation des informations. Donc quand je parle de corrélation, c'est tout simplement, par exemple, comparer les informations concernant 2 terminaux, comparer les informations concernant, 2 points d'accès, concernant différentes périodes de temps, pour pouvoir identifier le petit morceau d'information qui explique le problème en question. Et quelques exemples, ça peut être tout simplement, j'ai des utilisateurs qui n'arrivent pas à se connecter. Le système va pouvoir identifier que c'est pas un problème d'authentification, c'est le serveur d'HTTP qui n'a plus d'adresse IP de disponible. Et pour pouvoir identifier ce problème-là, on n'a pas besoin d'avoir les logs du serveur d'HTTP, on a juste besoin d'écouter le trafic qui transite au niveau des équipements réseau, au niveau des points d'accès, au niveau des switches. De la même façon, ça peut être, j'arrive pas à fournir une bonne qualité de service, un bon débit à mes terminaux. Le système va pouvoir identifier que c'est pas un problème radio, c'est la connexion WAN qui est trop limitée. Et encore une fois, sans avoir forcément besoin des informations provenant des routeurs. Donc l'intérêt de cette approche, c'est que on va pouvoir identifier l'origine d'un problème, même si elle est externe au système qui est supervisé par Mist. Et ça, c'est rendu possible en partie grâce au cloud qu'on a mis en place. La solution Mist, hein, c'est une solution d'administration réseau pour les équipements de Juniper, pour la partie Wi-Fi, pour la partie switching, WAN, SD-WAN également. Et c'est une solution qui s'appuie sur une architecture logicielle de type microservice. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, on s'éloigne un peu du domaine du réseau, mais concrètement, ça permet de pouvoir construire une architecture logicielle, donc une solution logicielle, qui est décomposée en plein de petites briques. On va avoir une brique pour la partie interface d'administration, une brique pour la partie connectivité avec les équipements réseau, une brique pour la partie radio ressources management, une brique pour le portail captif, etc. L'intérêt, c'est qu'on garde un code qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus concis au niveau de chacune des briques. Donc de pouvoir faire évoluer beaucoup plus rapidement la solution. Alors, on n'a pas besoin de retester l'ensemble de la solution quand on fait une modification sur le portail captif, par exemple. Et ça nous permet comme ça de pouvoir déployer des nouvelles fonctionnalités sur le cloud à peu près tous les 15 jours et de pouvoir déployer ces fonctionnalités sans impact au niveau du fonctionnement de l'infrastructure cloud. Donc pendant les phases de mise à jour, la solution est encore fonctionnelle, on a encore accès à l'interface d'administration, on peut encore gérer les points d'accès, les switches, modifier la configuration, superviser, faire du diagnostic, etc. Ça nous permet également d'être résilient, puisque si jamais, puisque chaque service en fait est géré par un cluster de serveurs. Donc si on perd un serveur au niveau d'un service, il n'y a pas d'impact au niveau de la solution. Moi, ça fait quasiment 3 ans et demi maintenant que je suis chez Juniper pour m'occuper de la partie Mist. J'ai pas vu le cloud down une seule fois, que ce soit pendant les phases de mise à jour ou que ce soit pour des problèmes techniques. Donc on a vraiment une solution qui est résiliente au niveau logiciel et bien entendu également au niveau de l'hébergement puisque la solution est hébergée sur différents data centers qui sont synchronisés, etc. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est en fonctionnement en permanence. Et quand bien même si les équipements perdaient le contact avec la solution d'administration, parce que par exemple le site a perdu la connectivité avec le cloud, il n'y a pas de perte de fonctionnalité au niveau des équipements sur site. Ils vont continuer à fournir du service, que ce soit pour la partie Wi-Fi, la partie switching, et ainsi de suite. Et le dernier point qu'on verra un peu plus en détail dans les salles suivantes, c'est la partie engagement numérique, en s'appuyant sur la partie Bluetooth. En fait, on le verra, on a une approche qui est... alors, on sait faire de la géolocalisation basée sur du Wi-Fi. Dans ce cas-là, hein, c'est un peu comme tout le monde, on a une précision de l'ordre de 7 à 10 mètres en fonction de la densité, en fonction de ces choses-là, avec un taux de rafraîchissement de l'ordre de la minute.
c'est bien pour du comptage, par exemple, pour avoir des statistiques d'occupation des différentes zones dans un magasin, mais on n'a pas une précision suffisante pour savoir dans quel rayon exact se trouve le client et on a une information qui est pas forcément, heu, qui est pas réellement temps réel. Donc au niveau de Mist, on va s'appuyer sur le Bluetooth. On a différentes approches pour cela et ça va nous permettre d'avoir une pression qui va pouvoir descendre jusqu'au mètre. On a une pression de l'ordre de 1 à 3 mètres et un taux de rafraîchissement inférieur à la seconde. Ce qui nous permet de proposer des nouveaux use cases en termes de géolocalisation indoor. Hem et donc comme je l'ai un petit peu indiqué, hein, au niveau de Mist, alors Mist, c'est une solution qui a été fondée en 2016, qui est une solution indépendante à la base, qui a été fondée par des vétérans du monde du réseau, du Wi-Fi. Par exemple, par le cofondateur d'Airspace, qui était la solution à l'origine du monde enfin, à l'origine du contrôleur dans le monde du Wi-Fi, qui a été racheté par la suite, par Cisco dans le début des années 2000 et donc les fondateurs de Mist sont des personnes qui ont travaillé pendant une quinzaine, une vingtaine d'années dans le monde du wireless. Ils ont décidé de fonder Mist en 2016. Donc au début, la solution se concentrait surtout sur la partie réseau sans fil, donc avec des points d'accès Mist et avec le cloud Mist. Et en avril 2019, Juniper a fait l'acquisition de Mist pour pouvoir intégrer au fur et à mesure les différentes briques des réseaux campus sur le cloud de Mist et pour bénéficier du coup des fonctionnalités de machine learning et d'IA, toute la partie supervision, troubleshooting, etc. Et donc Juniper a commencé avec la partie switching et on est en train maintenant d'intégrer également toute la partie WAN, SD-WAN. Donc ça passe par pour la partie switching, les switches essentiellement EX, quelques QFX pour ceux qui connaissent, et pour la partie WAN SD-WAN, donc c'est les SRX et également les SSR. Donc on sait déployer un réseau full stack managé à partir de Mist et ça permet également d'avoir une visibilité plus étendue et d'avoir un troubleshooting de bout en bout. Et on verra, on pourra demander à l'IA de diagnostiquer une application. Elle pourra nous dire que pour tel utilisateur, telle application, il y a eu un problème parce que il y a eu des problèmes Wi-Fi, parce qu'il y a eu des problèmes switching, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la partie web. Et donc rapidement au niveau de la partie IA, alors c'est juste un petit rappel là-dessus. On a tendance à dire au niveau de MIS que faire du bon machine learning et pour faire de la bonne IA, c'est un peu comme pour faire du bon vin. Pour faire du bon vin, il faut du bon raisin et en bonne quantité. Si on n'a pas suffisamment de raisin, bon, on fera une bouteille, 2 bouteilles. Si on n'a pas du bon raisin, on fera du vinaigre. Donc on a besoin, voilà, d'avoir les bonnes données et en bonne quantité. Et c'est une des raisons pour laquelle Mist a commencé en créant également ses propres points d'accès, c'est pour pouvoir récupérer les informations nécessaires et les envoyer dans le cloud. Donc comme j'ai indiqué, pour les points d'accès, on envoie environ 150 points de données par station connectée, et ça toutes les 2 secondes. Et ça permet du coup au cloud de, d'apprendre, comme je disais, le comportement des utilisateurs, des terminaux, de l'environnement réseau, de l'environnement radio dans le cas du Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle les primitives. Les primitives sont disponibles directement sur interface, donc on les expose, on les verra sur la démo. Et sur la base de ces primitives, on va pouvoir identifier lorsque il y a un changement de comportement. Donc on va pouvoir identifier lorsque sur un site, par exemple, la couverture du signal hem, a modi a fortement été dégradée. C'est pas forcément quelque chose comment dire? Si c'est quelque chose qu'on peut regarder, on peut aller voir sur interface tous les jours, regarder un peu ces informations, et cetera. L'objectif, encore une fois, comme je l'indiquais, hein, c'est de réduire le temps nécessaire pour le support informatique pour superviser les solutions et de pouvoir vous avertir proactivement lorsqu'on identifie ce type de différence. Et à partir de là, lorsqu'on a identifié une déviation du comportement, on va pouvoir, via Marvis, que je vais vous présenter après, qui est notre assistant virtuel, on va pouvoir automatiser le diagnostic et on va pouvoir vous dire: «Bah, effectivement, j'ai identifié tel changement de comportement parce que, telle raison».
Et l'objectif, c'est d'avoir un réseau qui puisse se «gérer» entre guillemets tout seul. Alors, c'est un peu comme la voiture autonome, hein, la voiture autonome, ça fait des années qu'on en parle. Ça va encore prendre un certain nombre d'années, mais il y a déjà un certain nombre de tâches qu'on sait automatiser au niveau du réseau pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Que ce soit la partie Radio Resource Management qui s'appuie sur de l'apprentissage, renforcé, ou que ce soit également sur l'identification de certains problèmes qu'on sait corriger automatiquement. Alors attention, on ne va pas prendre la place d'un administrateur réseau. L'administrateur a toujours besoin, de gérer la configuration, de gérer, les problèmes dans un certain nombre de cas, mais à certains moments, lorsque on connaît la résolution nécessaire et qu'on sait qu'il y aura aucun impact négatif au niveau de l'expérience utilisateur, on a la possibilité d'effectuer automatiquement la correction. Alors, au niveau de la bande passante nécessaire, ça reste relativement léger. Au niveau dans le cas des points d'accès, par exemple, on considère, bon, alors, la bande passante nécessaire, ça va dépendre également du nombre d'événements, ça va dépendre du nombre de stations connectées, et cetera. Mais c'est environ 14 kilobits seconde par point d'accès. Donc on est quand même sur un volume qui est assez contenu. Quand je parle de 150 points de données qui sont remontés toutes les 2 secondes, si par exemple un point de données n'a pas évolué, on ne va pas le remonter. On voit uniquement les évolutions en termes en termes de comportement ou en termes d'information au niveau du client, ce qui permet de ne pas consommer toute la bande passante au niveau du site. Et du coup, donc, au niveau de la simplification, j'en ai un petit peu parlé sur les entre guillemets «les références», les citations des clients. Au niveau des simplifications, on va simplifier déjà toute la partie déploiement. Donc on va simplifier, la façon dont on va pouvoir ajouter des équipements sur interface, dont 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 on va pouvoir les configurer. Typiquement pour ajouter, par exemple des points d'accès sur une interface pour les enregistrer sur un compte. Ce qui se passe, c'est que pour chacune des commandes, on envoie ce qu'on appelle un activation code, donc une chaîne de caractères qui comprend à la fois les licences et l'ensemble du matériel qui est compris dans la commande. Donc si vous achetez 200 points d'accès avec les licences, les 50 switches avec les licences, vous avez une chaîne de caractères à renseigner et ça ajoute automatiquement les équipements. Et dès qu'ils vont être connectés au réseau, dès qu'ils vont récupérer une IP, dès qu'ils vont pouvoir se connecter au cloud, ils vont remonter sur votre interface et récupérer leur configuration. La configuration, alors je parlerai pas trop de configuration et je vous montrerai pas forcément la configuration sur la démo. Si jamais vous avez des questions, on pourra en reparler par la suite, mais on va fonctionner également via des modèles, via des templates. Et l'intérêt, c'est que dans la majorité des cas, on a des configurations qui sont homogènes. C'est l'objectif, hein. Typiquement, si on prend une chaîne de magasins, dans la majorité des cas, ça sera les mêmes SSID, les mêmes VLAN qui seront déployés sur l'ensemble des magasins. Donc, on va faire la configuration une seule fois, on va la déployer sur l'ensemble des sites. Et l'autre point, c'est qu'on a également des API, hein, tout ce qui est fait via interface peut être réalisé au travers de call API, donc des API REST, ce qui permet, si besoin, d'automatiser un certain nombre de tâches, que ce soit en termes de configuration ou en termes de supervision. Et par la suite, on va également simplifier la supervision avec les notions de SLE. Donc les SLE, je vous montrerai sur interface, c'est ce qu'on appelle les Service Level Expectation. Ça va permettre d'avoir une information sur la qualité de service qui est fournie par l'infrastructure aux équipements qui viennent se connecter. On va également avoir tout ce qui est détection proactive des anomalies, tout ce qui est capture de paquets dynamiques, etc. Donc, on a différents outils qui permettent de simplifier sur la durée de vie du projet, dans le cas où un problème arrive sur le réseau. Donc, même si vous n'êtes pas averti, on va pouvoir identifier ce problème-là, potentiellement vous avertir proactivement et vous fournir les informations nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. Donc là, c'est juste de capture d'écran au niveau de Marvis. Je vous le montrerai plutôt sur interface. Il y a différentes façons d'interagir avec Marvis. On peut soit lui poser des questions, donc c'est plutôt la partie réactive. Lorsqu'un utilisateur appelle pour dire bah, hier j'ai pas réussi à me connecter, on va pouvoir demander à Marvis ce qui s'est passé. Ou alors à droite, la partie proactive. Marvis va pouvoir identifier proactivement les problèmes sur site et vous envoyer une alerte, soit par email, soit via Teams, soit par API, etc.
Hem et donc pour résumer un peu tout ça, donc au niveau de la solution mixte, donc comme je l'ai indiqué, on a une solution cloud. On a, pour l'Europe, un cloud qui est dédié, pour l'Europe, qui est hébergé en Allemagne. Les clouds sont indépendants les uns les autres. Ont, des URL d'administration différentes, ce sont des comptes d'administration différents entre le cloud US et le cloud Europe. Il n'y a pas de partage d'informations, donc ça permet d'être, compliant avec tout ce qui est RGPD et les données qui sont en Europe restent en Europe. Et à partir de là, vous avez juste besoin de déployer les équipements sur site et comme je l'indiquais, hein, ils vont venir se connecter sur votre cloud, se connecter sur votre compte, récupérer la configuration et se mettre en fonctionnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la partie hardware. On a des points d'accès indoor, outdoor, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E avec antenne intégrée, antenne externe, ce qui peut être également très pertinent pour tout ce qui est déploiement logistique par exemple. On s'appuie sur des partenaires type Axeltex, type Vendev, et cetera pour les antennes qui ont des antennes également dédiées au niveau de la partie logistique. On a développé avec eux, avec l'ERD également des antennes pour les grands entrepôts avec, plus de 15 mètres de hauteur sous plafond. C'est assez souvent compliqué de couvrir. Donc on a une expérience assez importante là-dessus. On déploie par exemple l'ensemble des entrepôts Amazon worldwide, qui sont voilà des entrepôts qui ont une surface assez importante. Sur la partie switching, on a voilà, ce sont les switches Juniper. C'est le même hardware, c'est le même logiciel. Ils vont venir juste se connecter sur l'interface enfin sur le cloud de Mist pour pouvoir envoyer les statistiques et récupérer potentiellement la configuration. Donc on a les switches de cœur de réseau, de distribution, d'accès. On sait répondre aux différentes problématiques. Et pareil sur la partie WAN, SD-WAN. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la partie SRX et SSR. Encore une fois, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. On est un peu, j'aurais pas forcément le temps de tout vous présenter sinon. Avant de parler avant de vous toucher 2 mots également sur la partie géolocalisation, d'approfondir un peu ce détail-là. Un des points qui est intéressant, c'est que ça fait maintenant 3 ans qu'on est leader sur le Magic Quadrant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 3 ans, en fait, en 2019, on était dans les challengers. En 2020, on était dans les visionnaires et 2021, on est passé leader. Et c'est vraiment une validation de la part du Gartner de la vision de Juniper, de faire l'acquisition de Mist pour pouvoir intégrer l'ensemble du portfolio de Juniper dessus, Juniper entreprise, et également la validation de l'utilisation des outils de machine learning et d'intelligence artificielle. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce Magic Quadrant, vous avez le QR code ici qui vous envoie directement sur la page française pour pouvoir accéder au rapport complet. Donc vous pouvez le scanner, prendre une capture d'écran et ça vous permettra d'y accéder. De la même façon, on est présent et on est le leader dans la partie, dans le Magic Quadrant pour tout ce qui est, géolocalisation indoor. Et on est le seul constructeur à être présent à la fois à être leader à la fois sur la partie, réseau LAN et WLAN et la partie géolocalisation indoor. Encore une fois, vous pouvez récupérer le rapport complet en scannant le QR code. Et ça valide également, encore une fois, l'approche de Mist et de Juniper de s'appuyer sur du Bluetooth pour pouvoir fournir une meilleure précision, un meilleur taux de rafraîchissement sur tout ce qui est géolocalisation indoor et ainsi pouvoir proposer des nouveaux use cases pour ce type d'usage. Alors maintenant, au niveau de la géolocalisation, j'ai indiqué, hein, on a la possibilité de faire de la géolocalisation basée sur du Wi-Fi. Excusez-moi. Précision de l'ordre de 7 à 10 mètres, taux de rafraîchissement de l'ordre de la minute. C'est intéressant pour des statistiques, mais ça va s'arrêter là. On a également donc la possibilité de faire de la géolocalisation basée sur du Bluetooth. Et on a différentes approches pour cela. La première approche, ça va être de pouvoir localiser n'importe quel équipement qui émet en Bluetooth. Donc ça peut être des tags qu'on va coller sur des équipements. C'est le cas, par exemple, alors ça s'éloigne un peu du retail, mais dans le monde de la santé, on va
mettre des tags Bluetooth sur des équipements médicaux qu'on souhaite localiser sur site. Ça va permettre de déclencher des alertes lorsqu'un équipement sort d'une zone en particulier, et cetera. On peut également il y a des badges Bluetooth qui ressemblent à des cartes d'identification, par exemple, qui sont utilisées dans les entreprises, des cartes RFID, et ça permet du coup de pouvoir localiser également, les employés sur un site. Alors l'objectif, c'est pas de les fliquer, mais c'est plutôt de pouvoir, avoir des informations, par exemple, pour tout ce qui est, sécurité, et si jamais il y a une alerte, pouvoir savoir si, il y a encore des employés qui sont dans le bâtiment ou si, tout le monde a pu sortir à temps. Puisqu'en règle générale, un employé hem, comment dire? Dans son bâtiment va garder en permanence son badge sur lui. L'autre approche, c'est via, un SDK. Donc on fournit un SDK, comment dire? Pour, iOS et pour Android, et donc on va pouvoir intégrer ce SDK dans une application mobile. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir intégrer ces solutions de géolocalisation dans des applications existantes et pouvoir proposer, par exemple, ce type d'application. Donc ici, ce qu'on voit, c'est comment dire? Une application de type wayfinding qui est utilisée en production chez un de nos clients, et ça permet comme ça de pouvoir guider, par exemple, un visiteur ou un client au sein d'un magasin. Il a juste besoin d'indiquer, l'emplacement où il souhaite se rendre, le produit qu'il recherche, et on va pouvoir le guider jusqu'à sa destination. On se rend compte que dans cet exemple-là, on a vraiment besoin d'avoir une bonne précision, surtout dans le cas du retail, hein, puisque, si jamais on a une pression de l'ordre de 7 à 10 mètres, bah, potentiellement, on va localiser le client dans la mauvaise allée, ce qui peut, poser des problèmes. Et on a également besoin d'avoir un bon taux de rafraîchissement, parce que si on affiche la position d'il y a une minute, c'est très compliqué pour l'utilisateur de pouvoir se localiser et pouvoir se guider. Donc là, on a un taux de rafraîchissement inférieur à la seconde. Et ça, c'est possible grâce à une partie matérielle. Donc au niveau des points d'accès, on a un réseau de 16 antennes directionnelles. On a cette cette partie-là. Donc ça, c'est utilisé non pas pour le Wi-Fi, mais pour le Bluetooth. Donc ça permet d'avoir des informations de proximité entre l'équipement qu'on souhaite localiser et le point d'accès, également des informations de direction. Le point d'accès sait si, le terminal se trouve de ce côté-là ou de ce côté-là. Et en plus de ça, on s'appuie sur de l'apprentissage non supervisé qui permet de calibrer le déploiement. Puisqu'en règle générale, pour faire une bonne géolocalisation, il faut dire au système qu'à tel endroit, on capte tel niveau de signal, tel niveau de signal, et cetera. Ce qui prend beaucoup de temps lors du déploiement, et si jamais l'environnement évolue, si jamais l'organisation du magasin évolue, il faut recalibrer le système. Là, l'intérêt d'utiliser de l'apprentissage non supervisé, c'est qu'on va pouvoir calibrer automatiquement le système, et le système va pouvoir identifier lorsqu'il y a une modification de l'environnement et se recalibrer tout seul. Et donc en quelques minutes, on a, une précision qui est optimale. Hem, alors ça, je vous montrerai directement sur interface. Maintenant, un dernier point, sur toute la partie diagnostic. Heu, En règle générale, déployer une solution, déployer une infrastructure Wi-Fi, j'ai envie de dire, hem, c'est pas très compliqué. Bien la déployer, c'est déjà plus compliqué, et diagnostiquer quand il y a eu un problème, c'est encore plus compliqué. Il y a différents «tutoriaux» entre guillemets qui existent, hein, type là c'est, je vais prendre l'exemple, hem, du, du C du livre du CWNA. Donc le CWNA, c'est un livre c'est un peu, une bible, hein, donc c'est un livre de plus de 500 pages qui reprend un peu tous les aspects du Wi-Fi, de la partie déploiement, de la partie audit, de la partie troubleshooting, et cetera. Et ce qui est listé en termes d'étapes dans ce guide-là, c'est, les 5 différentes étapes pour pouvoir diagnostiquer, pour pouvoir, comprendre un problème. La première étape, c'est quand le problème est apparu. À quel moment l'utilisateur a eu le problème. Ça va permettre déjà de savoir sur quelle fenêtre de temps il faut regarder, potentiellement sur quelle fenêtre de temps il faut aller rechercher les informations au niveau du serveur en radius, au niveau du serveur d'HTTP, et cetera. Ensuite, c'est, à quel endroit le problème est apparu. À savoir, bah, potentiellement, est-ce que, l'utilisateur était dans une zone particulière et qu'il était déconnecté?
Est-ce que il est à l'accueil? Est-ce que ça va permettre également de pouvoir cerner un peu le problème et pouvoir peut-être identifier un point d'accès qui a un problème particulier. Ensuite, savoir si le problème impacte un seul client ou plusieurs clients. Savoir si c'est un problème qui est généralisé au niveau d'un site, et à ce moment-là, c'est plutôt un problème lié à l'infrastructure, ou si c'est un problème qui est spécifique à un utilisateur et que les autres utilisateurs n'ont pas de problème, à ce moment-là, c'est plutôt un problème qui est lié au terminal. Ensuite, est-ce que le problème arrive régulièrement ou est-ce que c'est un problème qui arrive juste une fois? C'est une information qui est assez compliquée à avoir, surtout de la part d'un utilisateur. Mais ça va permettre de connaître un petit peu le comportement du problème en question. Et dernier point, c'est est-ce qu'il y a eu des modifications récentes qui peuvent expliquer le problème en question? S'il y a eu des modifications récentes, bah, peut-être qu'on va reprendre la configuration précédente parce qu'elle était plus stable, et regarder si ça résout le problème, ou s'il n'y a pas eu de modification récente, bah, à ce moment-là, c'est pas un problème de configuration. Et en règle générale, c'est assez compliqué de pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations. Déjà, il faut se baser sur les informations fournies par l'utilisateur. Il y a peu de chances pour qu'il sache si d'autres personnes ont eu le même problème. C'est assez compliqué pour lui de se rappeler à quel endroit il y a eu le problème, parce qu'en général, il alerte le service informatique quelques heures ou quelques jours après qu'il y ait eu le problème. Donc, c'est pas toujours très pertinent. Et au niveau de Myst, là où c'est intéressant, c'est que sur une seule page, on va pouvoir vous donner la majorité des informations. Première partie, c'est à quel moment le problème est apparu. Donc là, je vous montrerai un peu plus en détail sur l'interface, mais les différents événements qui ont impacté un utilisateur avec un code couleur, hein, vert, c'est un événement qui était bon, orange, c'est un événement qui est neutre, et rouge, c'est un événement qui est problématique. Et donc, on sait à quel moment on a eu le problème. On sait également à quel endroit on a eu le problème. Donc là, c'est pour chacun des événements, on sait sur quel point d'accès ça s'est passé. Ensuite, on connaît la récurrence. Si jamais un problème revient régulièrement, on le verra sur la timeline, on verra que bah, régulièrement, on a des barres rouges qui indiquent qu'il y a eu un problème pour l'utilisateur en question. Donc on a déjà un certain nombre d'informations sur. On répond déjà à 3 des 5 questions nécessaires pour diagnostiquer un problème en termes de Wi-Fi. Ensuite, on a également un PCAP qui est capturé dynamiquement dans l'infrastructure. Donc l'objectif, c'est que on n'a pas besoin de demander à l'utilisateur d'essayer de reproduire le problème. En général, il ne sait pas trop ce qu'il a fait pour en arriver là. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un sur site pour essayer de reproduire le problème. Surtout en Wi-Fi, c'est des problèmes qui sont en règle générale plutôt aléatoires, donc c'est assez compliqué de les reproduire. Là, l'intérêt, c'est que on sait que si jamais on a besoin de diagnostiquer en détail un problème, on aura un fichier PCAP qui sera disponible, donc qui est capturé dynamiquement et proactivement par la solution. On n'a pas besoin qu'un problème revienne. C'est vraiment dès la première occurrence, on va pouvoir capturer le fichier PCAP. Et un des intérêts du cloud également, hein, alors c'est pareil, c'est un exemple qui n'est pas forcément du monde IT, mais dans nos clients, on a le MIT, ils ont à peu près 12 000 points d'accès déployés. Ils ont 400 000 fichiers PCAP qui sont générés tous les jours. Sur une solution à base de contrôleurs, on n'a pas la capacité de stocker tout ça. Donc l'intérêt du cloud, c'est qu'on va pouvoir, nous, gérer l'espace de stockage, augmenter l'espace de stockage disponible pour pouvoir stocker ces informations et vous les mettre à disposition si jamais vous en avez besoin. Après, si vous ne souhaitez pas les regarder, ils sont automatiquement supprimés. Mais vous savez que, encore une fois, si vous avez besoin d'aller jusque-là, vous aurez ces informations. Ensuite, on aura l'information de savoir si plusieurs terminaux sont impactés. Donc là, on saura le pourcentage en fait de terminaux ou tentatives de connexion qui ont des problèmes de connexion. Donc on sait si c'est un problème qui est plutôt lié à un terminal ou plutôt lié à l'infrastructure. Pareil au niveau des détails, hein, on aura la liste des terminaux qui sont impactés. On pourra aller regarder sur chacun des terminaux, voir les différents événements en question. Et le dernier point, c'est savoir s'il y a des modifications de configuration qui peuvent expliquer le problème. On a également sur l'interface l'information, à chaque fois qu'il y a une modification de comportement, on va pouvoir la mettre en relation avec le problème en question.
Ouais. Et donc là, c'est une analyse manuelle et on va également pouvoir s'appuyer sur Marvis, sur l'assistant virtuel pour pouvoir, pour le laisser faire cette analyse et typiquement, on peut demander à Marvis de troubleshooter, de diagnostiquer un utilisateur en question. Il va nous dire, bah, potentiellement, il y a eu des problèmes de connexion pour cet utilisateur, 25 du temps, il n'a pas pu se connecter pour des problèmes d'autorisation. C'est un problème qui est généralisé sur le site et qui, impacte surtout, les stations qui se connectent en 5 gigas sur l'AP 21. Donc là, Marvis se charge d'aller récupérer ces informations automatiquement et vous les exposer de manière claire, sans que vous ayez besoin de faire une analyse manuelle. Et je vais maintenant vous partager, hop, cet écran. Je vais vous montrer un petit peu donc en live, hein, cette notion de SLE, cette notion de Marvis et un petit peu les informations qui peuvent être pertinentes également dans le monde du retail. Donc on a vu cet écran sur les slides. Donc cet écran-là va nous permettre d'avoir une idée de la qualité du service sur site, sur les problématiques de connexion, donc succès de connexion, temps de connexion au roaming et les problématiques de performance. En règle générale, hein, quand un utilisateur a des problèmes, c'est soit parce qu'il n'arrive pas à se connecter, soit parce qu'il trouve que le débit est mauvais. Donc là, on a les deux grandes catégories avec cette notion de SLE, donc qui est une sous-catégorie en fait des problèmes. On peut avoir ces informations au niveau d'un site, mais également sur l'ensemble des sites, donc ce qui permet de voir rapidement les sites qui ont potentiellement des problèmes. Et on voit par exemple que sur les 7 derniers jours, j'ai 65 des tentatives de connexion qui sont en succès. Et pour les 35 qui restent, c'est essentiellement des problématiques d'autorisation, un petit peu des problématiques de DHCP et de DNS. Sur les problématiques de débit, c'est essentiellement des problématiques de capacité. Sur les problématiques de capacité, c'est essentiellement des problématiques d'interférence. Et à partir de là, je vais pouvoir creuser. Donc sur la partie autorisation, je sais à quel moment j'ai ces problèmes. Alors, là, c'est des problèmes plutôt continus. On retrouve ici les modifications en termes de configuration. Donc je peux voir si une modification de configuration a amélioré ou dégradé le problème. J'ai également la distribution, donc quelle est la population qui est majoritairement impactée par ces problèmes. Alors c'est plutôt du PSK, donc on n'a pas de problématique de serveur. Si je prends le DHCP par exemple, DHCP incomplète, distribution, serveur. Voilà, c'est plutôt ce serveur-là qui pose problème au niveau du DHCP. Je sais également bah, que c'est essentiellement sur le SSID Live Demo, que c'est plutôt alors pour des OS que j'arrive pas à identifier, parce qu'effectivement là on est avant l'authentification, donc les stations n'ont pas pu se connecter, mais sur la partie DHCP, complète, distribution, device OS, uniquement sur du Windows 10. Donc ça permet déjà de cibler un petit peu la problématique. Pareil, je vais pouvoir avoir la cartographie et savoir à quels endroits j'ai ces problèmes. Voilà, c'est plutôt sur l'ensemble de mon site, mais surtout au niveau de ce point d'accès. Donc ça permet encore une fois de répondre à la majorité des questions, hein, le quand, où, qui, etc. Et on va pouvoir, à partir de là, avoir la liste des équipements qui sont impactés et aller voir les détails. Et quand je regarde les détails d'un utilisateur, le système me dit, bah, pour tel utilisateur, effectivement, j'ai des problématiques d'association, c'est spécifique à l'utilisateur, ou alors j'ai des problématiques de connexion, ça affecte un petit nombre d'utilisateurs. Et je vais pouvoir également retrouver les détails de l'utilisateur en question avec, bah, comme je le disais, hein, si, alors là, authorization failure, je sais qu'il y a un problème de clé PSK et potentiellement une clé PSK qui n'est pas la bonne, et j'ai le fichier PCAP qui est disponible. Donc voilà, pareil, hein, sur par exemple du DHCP denied, je connais les différentes informations et j'ai le fichier PCAP qui est disponible. Donc on a ces informations sur la partie wireless, on a également ces informations sur la partie wired. Là, on sait les différentes problématiques qu'on a au niveau du site sur le réseau filaire, que ce soit en termes de débit, en termes de connexion ou en termes de santé des switches. Il y a moins de SLE sur la partie wired parce que tout simplement, il n'y a pas de problématique de roaming, il n'y a pas de problématique de couverture, d'interférence, ainsi de suite. Mais ça permet de pouvoir identifier très rapidement à quel moment
j'ai mes problèmes, là encore une fois, c'est des problèmes constants. Je retrouve les modifications en termes de configuration. Je sais quelles sont les populations qui sont impactées, sur quelle interface, sur quel switch, sur quelles sont les stations impactées, et cetera. Et ça me permet comme ça, par exemple, de pouvoir aller voir les détails de la station et de retrouver les mêmes informations. Pareil sur la partie débit. Et là où c'est intéressant, enfin ce que j'aime bien c'est plutôt la partie interface anomalie, parce que les 4 premiers sont des problématiques qui sont assez faciles à comprendre, hein. Tout ce qui est, tempête, tout ce qui est congestion, tout ce qui est problématique de latence de gig. La partie interface anomalie, on va identifier des problématiques qui sont pas francs, donc où le trafic va passer, mais en fonction des conditions, par exemple des problèmes de MTU, les petits paquets vont passer, tout ce qui est, DHCP, ARP, DNS, et cetera, ça va fonctionner. Par contre, un utilisateur qui va aller charger une page web avec une image sur internet, dans ce cas-là, le paquet va être fragmenté, va être droppé, et cetera, et donc ça posera des problèmes. On va pouvoir vous indiquer: «Attention, sur telle suite, telle interface, telle station, on a tel problème». Pareil sur les problématiques de négociation en termes de vitesse et de duplex. Alors ce qui peut se retrouver assez régulièrement dans le monde du retail, parce que comme on l'a vu, hein, les équipements sont déployés en général pour une certaine durée, pour une durée certaine, donc on peut assez régulièrement retrouver des équipements qui ont plus de 10, 15, voire plus d'années, et qui potentiellement, gèrent assez mal l'autonégociation en termes de vitesse et duplex. Ce qui veut dire que quand on remplace l'infrastructure, si on n'a pas pensé à forcer, par exemple en 10 mégas full duplex, le port du switch, le port du switch va essayer de faire de l'autoneg, il pourra pas négocier. Du coup, il va faire un fallback en 10 alf ou en 100 alf, donc ça fera un mismatch entre le port Ethernet du terminal et le port Ethernet du switch. Le trafic va passer, ce sera pas optimal, mais ça va fonctionner pendant un certain temps, et au bout d'un moment, il y aura le trafic ne passera juste plus. On va débrancher, rebrancher le port pour que ça repasse. Donc là, encore une fois, on va pouvoir vous dire: «Attention», proactivement, avant même que le problème ne soit ressenti, sur tel switch, sur telle interface, on a un problème de mismatch. Et pareil au niveau des câbles. Au niveau des switches Juniper, on sait faire des tests de câbles, ponctuels. Par contre, c'est un instant T, ça va avoir un impact, sur l'équipement qui est en face, parce qu'on va arrêter les communications, on va désactiver le PoE pour faire le test. Donc c'est intéressant pour valider un problème, mais ça peut pas être utilisé pour faire une analyse proactive. Ce qui se passe ici, c'est qu'on s'appuie, sur la télémétrie reportée par les switches. On a entraîné nos algorithmes à identifier le cas où on a un câble qui est défectueux. On va pouvoir vous avertir avant même qu'il y ait un impact négatif sur l'expérience utilisateur. Et donc maintenant au niveau donc là, c'est plutôt une analyse manuelle, hein, sur la partie, service level. On a également la partie Marvis, où là, Marvis va pouvoir nous avertir proactivement des problèmes. Par exemple, des problèmes de DHCP en nous disant: «Attention, j'ai identifié que le comportement sur le site live démo pour tel serveur d'HCP, a évolué, et que, son nouveau comportement dégrade l'expérience utilisateur. Donc il faut aller regarder ce qui se passe». Pareil sur la partie authentification. Pareil sur la partie, par exemple, couverture. Peut-être que, vous avez déployé un magasin et que demain l'agencement du magasin évolue et que la nouvelle couverture génère des trous de couverture. On va pouvoir détecter proactivement ce problème-là et vous avertir en disant: «Attention, sur tel site, à tel endroit, on a potentiellement un problème de couverture», et ça impacte également la communication pour ce point d'accès-là. Donc vous n'avez pas besoin d'aller sur site pour refaire un audit de recette. C'est proactivement, on va identifier la déviation du comportement et vous remonter l'information. Pareil sur la partie, voilà, sur la partie réseau avec le bad cable, on en a parlé. Le port flap, des ports qui sont stuck, donc typiquement un équipement qui est toujours connecté mais il y a un problème au niveau de l'OS du terminal connecté, au niveau de la stabilité, il arrête de communiquer. Hem, donc ça, c'est une approche. Après, comme je l'indiquais, on a la partie Marvis Action, où je vais pouvoir, par exemple, lui demander de troubleshooter, user Everest pour last Friday, pour vendredi dernier. Et donc là, on n'a pas besoin d'indiquer le site, on n'a pas besoin d'indiquer, enfin voilà, à partir du moment où on connaît le username, le hostname de l'équipement, Marvis va se charger de retrouver l'équipement, et cetera, hein.
troubleshoot user Denali pour last Friday. Alors, il y a peut-être un petit effet démo. Ok. Donc là, il a retrouvé Denali. Et donc, Maravis me dit, bah, pour vendredi dernier, pour cet utilisateur-là, il y a eu des problèmes d'autorisation, il y a des problèmes d'alimentation, également des points d'accès sur lesquels l'utilisateur était connecté. Je vais pouvoir également demander de troubleshooter une application Teams. Bon, last Friday, tant pis, on reste sur vendredi dernier. Et donc là, Maravis me liste les différentes sessions Teams sur le site, les différents utilisateurs qui ont consommé Teams vendredi dernier sur le site Live Demo, les différentes sessions. Et il me dit, bah, pour tel utilisateur, bon, il était connecté en filaire et il n'a pas identifié de problématique sur la partie WAN. Potentiellement, s'il était connecté en Wi-Fi, bah, comme ici, on sait que bah, il y a eu des problématiques potentielles sur la partie Wi-Fi, il y a eu des problématiques potentielles sur la partie switching, il y a eu et par contre, au niveau de la partie WAN, ça s'est bien passé, au niveau de la communication avec les serveurs Teams, ça s'est bien passé. Et dernier point, juste que je voulais vous montrer, roaming off, par exemple, Everest, bon, during, la visualisation du roaming, qui peut être très intéressante, surtout dans la partie logistique. On a beaucoup, c'est pas forcément le bon, on a beaucoup de déplacements sur un site, et c'est assez compliqué en règle générale de comprendre les problèmes potentiels sur le roaming. Et donc là, ça permet de voir concrètement et enfin, d'avoir un rendu visuel les différentes phases de roaming, savoir que la station est passée de tel point d'accès à tel point d'accès, que ça s'est bien passé, et donc potentiellement on va vous dire si un utilisateur, si un terminal a roamé sur un point d'accès de manière non optimale, par exemple avec un niveau de signal qui n'est pas suffisant, ou parce qu'il est passé d'une bande à une autre, ou alors qu'il a changé de SSID, on va pouvoir vous remonter l'information, également visualiser ces informations sur la carte, donc de comprendre un peu le déplacement pour pouvoir peut-être optimiser la position des points d'accès. Et dernier point, alors je sais qu'on a un peu dépassé l'horaire, mais dernier point qui peut être pertinent dans la partie logistique, mais pas que, parce qu'on est en train de l'étendre un petit peu à l'ensemble des domaines. On a à disposition ce qu'on appelle la partie Marvis Client, où en fait on peut déployer sur les terminaux un petit agent. Donc actuellement, c'est uniquement sur les terminaux de type Android. Et cet agent permet de remonter des informations supplémentaires au niveau du Cloud Mist. Donc ça permet d'avoir la vue de l'infrastructure, mais également la vue du terminal en termes de niveau de signal, en termes de points d'accès adjacents, en termes de niveau de batterie de l'équipement, parce que ça peut avoir un impact également important sur son comportement. Et donc on est en train de mettre en place également, de développer ces agents-là pour tout ce qui est macOS, pour tout ce qui est Windows, etc. Donc ça permettra d'avoir une remontée d'informations plus pertinente, de pouvoir par exemple identifier sur l'ensemble du parc déployé les équipements qui ont un driver ou un chipset qui est différent des autres et qui peut-être explique le problème rencontré. Donc là, ça permet, voilà, sur un parc de plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'équipements, pour identifier celui qui n'est pas totalement comme les autres. Et comme je l'indiquais, pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur son comportement. Alors, voilà, donc là, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment, donc les événements reportés par le client, par l'infrastructure, mais on a également les événements reportés par le client. Par exemple, le client a été verrouillé, déverrouillé. On a également le niveau de signal qui est reporté par le terminal. Donc on avait jusqu'à présent le niveau de signal auquel l'infrastructure reçoit le client. Maintenant, on a également l'information opposée, à savoir quel niveau de signal le client reçoit l'infrastructure, le niveau de charge de la batterie, etc. Donc ça permet d'avoir plus d'informations et de pouvoir
et de pouvoir les intégrer à toute la partie, supervision, toute la partie troubleshooting automatisé. Voilà pour un tour d'horizon très rapide. Alors je me suis un peu fait prendre par le temps. J'aurais bien aimé vous montrer d'autres choses. Hem, mais voilà, ça vous donne déjà un 1er aperçu de ce que l'on peut apporter en termes de déploiement, en termes de supervision, de troubleshooting des infrastructures, avec un axe un peu plus orienté sur la partie retail, mais pas que, hein. La majorité des problématiques que j'ai abordées sont également des problématiques qu'on va retrouver dans, le monde de la bureautique, dans le monde aussi de la santé, dans le monde de l'éducation. Du coup, la solution va vraiment pouvoir s'adapter à l'ensemble des environnements, à l'ensemble des types de déploiements, que ce soit, un gros site avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de points d'accès ou, plusieurs petits sites, ou un mix des 2. On va pouvoir répondre aux différents besoins. J'espère que cette présentation vous a plu. Alors je vais regarder au niveau des questions. Alors est-ce que j'ai des clients concrets de clients retail français? Oui, on a un gros client, grosse enseigne de bricolage qui a déployé l'ensemble des sites bureautiques, logistiques et magasins, en Wi-Fi et switch, Juniper Mist, tout ça managé sur Mist. Et donc ils ont, à la fois la partie logistique, hein, avec les PDA qu'on peut localiser, qu'on peut tracer, on peut regarder le roaming, avec toutes les remontées d'informations. Ils utilisent également des PDA en magasin pour pouvoir, par exemple, accéder au stock, comme j'indiquais au début. Hem Et ça leur a permis déjà dans un premier temps de simplifier le déploiement, plutôt que d'avoir besoin de préconfigurer tous les équipements en labo, de les envoyer sur site, de les brancher dans le bon sens, dans le bon ordre, à la bonne position. Ils envoient le matériel sur site, ils le branchent et entre guillemets «tout se fait automatiquement». Faut que ce soit anticipé à la base, mais ça permet d'accélérer nettement le rythme de déploiement. Hem Au niveau de la partie portail captif, on a, donc ils proposent également de l'accès visiteur. Hem, à ma connaissance, ils sont pas sur le portail captif Mist. On a un portail captif qui est intégré, hein, pour l'accès visiteur. Dans leur cas, ils utilisaient historiquement différentes solutions de portail captif, plutôt au niveau en fonction des magasins et cetera. Donc ils continuaient à interfacer à les points d'accès Mist avec les solutions de portail captif externes. En fonction des magasins, ça va être l'une ou l'autre. Donc voilà, là-dessus, on est ouvert, il y a pas de, on limite pas notre portail captif intégré, qui répond à pas mal de besoins, qui est plutôt orienté, on va dire, bureautique, mais qui peut être utilisé dans le cadre de la logistique, dans le cadre du retail. En général, dans le retail, ils aiment bien avoir un peu plus de possibilités de personnalisation, de pouvoir en faire du social login, potentiellement en récupérant les informations et cetera, chose qu'on ne permet pas, nous de notre côté. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, je vais laisser le la session Zoom ouverte encore pendant 2-3 minutes. Juste le temps, voilà, si jamais vous êtes en train d'écrire ou si jamais, vous, vous pensez à une question par la suite. Dans tous les cas, vous avez également mes coordonnées, hein, présentées sur le slide. N'hési on je suis à votre disposition si jamais vous êtes également en relation avec des partenaires ou avec des équipes Juniper, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux pour leur poser des questions. On est là pour vous répondre et pour vous accompagner si vous souhaitez aller plus loin, pour faire des tests ou autre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.